Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère. Il est médecin neurologue hospitalier à l'hôpital de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour docteur ou bonjour monsieur le député. Je suis ici en tant que député. On va quand même parler beaucoup de questions de médicaments, etc. avec vous. Mais d'abord peut-être une question sur le baccalauréat. La session 2019 a été très agitée. Aujourd'hui, toutes les copies ont été rendues par les professeurs qui avaient fait des rétentions de notes. Pourtant, le ministre annonce des sanctions, et pas seulement financières, pour les professeurs grévistes. Vous approuvez ce ton très ferme du ministre de l'Éducation nationale? Chacun a le droit de faire la grève et on peut reconnaître qu'il y a évidemment des problèmes dans l'enseignement public et que les enseignants ont le droit de faire valoir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Pas de cette manière-là, pas de cette méthode-là, pas en retenant les copies de jeunes qui attendent leur ticket vers l'université ou vers d'autres formes d'études supérieures, pas envers des jeunes qui ont travaillé pendant toute une année, pas envers des jeunes pour lesquels le baccalauréat conclut des années et des années de scolarité. Donc il faut, comme dit le ministre, des sanctions administratives et financières. Vous êtes pour? En tous les cas, je crois qu'il faut que nous tirions les enseignements de ce qui s'est passé de façon à éviter que ça se reproduise d'une façon ou d'une autre. Ça va crisper les choses pour la rentrée, non? Je ne pense pas que ça crispe davantage les choses. Il faut rappeler que l'immense majorité, l'écrasante majorité des correcteurs, des enseignants et donc des copies ont été donnés, distribués en temps et en heure. On parle là d'une très petite minorité d'acteurs qui ont choisi une façon de faire grève, en tout cas de contester. Donc il faut qu'ils soient punis. Il faut qu'ils soient punis, ces profs-là. Je sais pas, j'aime pas le mot de punition. Par contre, il faut faire en sorte que ça ne puisse pas se reproduire, parce que sinon, ça peut créer un précédent fâcheux. Alors, le président de la République, qui a soutenu son ministre de l'Éducation nationale, a parlé de preneurs d'otages. Ce sont des preneurs d'otages, les profs grévistes? Je ne sais pas si ce sont les mots que j'emploierais pour parler de ces enseignants, mais en tout cas, je déplore vraiment la méthode qui a pu être utilisée. Très bien. Alors, je le disais, vous êtes médecin hospitalier. Vous êtes toujours praticien, toujours, le lundi matin, de Grenoble, au CHU. Alors, on va parler de l'homéopathie qui devrait ou est, peut-être que la décision est prise, vous allez nous le dire, dérembourser. C'est fait ou pas? Je ne sais pas si c'est fait, ça n'a pas encore été annoncé. La ministre de la Santé avait annoncé vouloir suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité scientifique indépendante du pouvoir politique, totalement indépendante, et qui nous a conseillé de stopper le remboursement de l'homéopathie, ce qui ne mettrait pas un coup d'arrêt à l'homéopathie. Les Français y sont attachés, pourront continuer évidemment à en acheter, mais sans faire appel pour cela à la solidarité nationale. Alors l'argument avancé, c'est que l'homéopathie n'aurait pas suffisamment prouvé scientifiquement son efficacité. Vous pouvez enlever le conditionnel. Oui, il y a longtemps que les médicaments homéopathiques sont remboursés. Il y en a même à 30% par la Sécu. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans une logique financière, d'économie à faire? C'est bien ça. Je comprends que les Français soient inquiets à chaque fois qu'on parle de dérembourser. Ils peuvent avoir le sentiment que c'est un recul de la solidarité nationale et de la protection sociale. Non, je suis rapporteur du budget de la sécurité sociale. L'argent qui serait économisé à travers ce déremboursement, ce n'est pas dans un but économique d'ailleurs que cette décision serait prise si elle était confirmée, cet argent permettra d'aller payer d'autres types de médicaments, des anticancéreux, des médicaments dont nous avons un besoin très important, surtout dans la période de pénurie de médicaments que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est de l'argent qui est totalement réinvesti dans le budget de la sécurité sociale. Ce ne sont pas des mesures d'économie, ce n'est pas un recul de la protection sociale. Ça a été fait sur les anti-Alzheimer. Vous savez, la Haute Autorité de Santé avait considéré il y a quelques années que les médicaments contre l'Alzheimer provoquaient plus de dégâts qu'ils n'avaient d'effets bénéfiques sur les malades. Ça a été fait sur certains médicaments contre l'arthrose, il y a déjà plusieurs années de ça, sous le précédent gouvernement, en considérant que les médicaments n'avaient pas fait montre d'efficacité, qu'il valait mieux mettre l'argent ailleurs pour la santé des malades. Donc, à nouveau, ce n'est pas un recul de la protection sociale, c'est juste dire la solidarité nationale, l'assurance maladie, celle pour laquelle nous avons une cotisation obligatoire, elle ne paye pas des emplois, elle doit payer des médicaments qui ont fait montre de leur efficacité. Dérembourser, ça ne veut pas mettre en péril certains emplois, comme dans les Hauts-de-France, où les laboratoires sont implantés. On voit que Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, combat ce déremboursement. C'est tout à fait normal et légitime quand on fait 1300 emplois, c'est tout à fait normal et légitime de s'intéresser à la question de l'emploi et de l'impact sur l'emploi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les Français qui consomment aujourd'hui de l'homéopathie ne vont pas arrêter du jour au lendemain parce que la boîte, qui peut parfois durer 1 an ou 2 ans dans la pharmacie familiale, coûterait 1,30 € ou 1,40 €. Je crois que s'il y a un attachement qui est profond des Français à l'homéopathie, rien ne leur sera empêché. Ils pourront continuer de le faire, mais cette partie qui était infime, 30% de remboursement, celle-là va être sans doute supprimée. Donc il faudrait être attentif à la situation de l'emploi, mais je crois malgré tout que Boiron et d'autres laboratoires comme Boiron ont quand même de beaux jours devant eux. Alors vous êtes d'accord pour le déremboursement de l'homéopathie, mais vous ferez bientôt des ordonnances
pour délivrer du cannabis thérapeutique. Vous dites qu'il faut le faire en milieu hospitalier, pourquoi? J'ai participé à cette expérimentation, je suis neurologue et j'ai des patients qui peuvent avoir des douleurs neuropathiques, des névralgies, notamment des névralgies crâniennes extrêmement intenses, et dont j'ai découvert qu'ils s'automédiquaient à partir de cannabis, qu'ils vont chercher en toute illégalité à l'étranger ou qu'ils font pousser dans leur jardin. Des gens qui sont absolument pas des junkies, qui sont comme vous et moi, qui ont des douleurs atroces, qu'on a du mal à soulager en médecine. Et donc il y a cette espèce d'accès compassionnel à quelque chose qui est reconnu comme un médicament potentiel. Mais dans pourquoi 17 seulement pays de en l'Union milieu européenne. hospitalier? Un généraliste peut pas... Non, aujourd'hui on est dans une expérimentation qui est proposée par l'Agence du médicament. J'ai été auditionné par cette agence il y a 10 jours. L'expérimentation commencera fin 2019. J'espère être un des premiers médecins à pouvoir prescrire d'ailleurs du cannabis pour les malades. Par exemple? Alors on pourra sans doute le faire d'ici à la fin 2019. Il y a une phase d'expérimentation qui devrait concerner au moins 1 millier de malades. Mais si on se rend compte que c'est très efficace et qu'on n'a pas besoin d'aller au bout de l'expérimentation, on ira plus largement. Mais la prescription initiale sera hospitalière dans le cadre d'un protocole d'étude. Et ensuite, il y aura un renouvellement possible en ville. Donc c'est uniquement la phase initiale qui est hospitalière. Et très rapidement, ce sera disponible en ville pour un certain nombre de malades qui peuvent avoir des cancers, des maladies neuropathiques, parfois des maladies psychiatriques qui peuvent justifier de bénéficier de ce traitement. C'est le cas, je le redis, dans 17 pays de l'Union européenne. La France a accusé un retard considérable en la matière. Et pendant ce temps-là, les pharmacies sont en rupture de stock pour les anticancéreux, rupture de stock pour la cortisone, pour les antibiotiques, pour certains vaccins. À qui la faute? Au laboratoire pharmaceutique? La faute originelle, je dirais qu'elle remonte à au moins 30 ans lorsqu'on a laissé partir en Chine et en Inde la totalité de l'exploitation des matières premières indispensables pour fabriquer un médicament. La France, l'Europe a perdu toute sa souveraineté dans la production de médicaments et donc nous sommes aujourd'hui à la merci d'un marché qui nous échappe totalement. Ensuite, vous avez une industrie pharmaceutique qui répond à une demande de plus en plus large dans le monde entier et qui donc va parfois choisir certains pays qui sont plus avantageux en termes de prix du médicament. Combien ça coûte un petit paquet de corticoïdes? Ça dépend lequel, mais ça peut coûter une poignée d'euros. Oui. Ça peut coûter en Italie, c'est le double. Le prix du médicament, il y a une règle européenne qui fait que le prix d'un médicament ne peut pas être le plus bas d'Europe en France. Donc on peut avoir le deuxième moins cher, mais pas le plus. Et souvent j'entends d'ailleurs les gens qui me disent... C'est justement pour les labos d'écouler leurs produits vers l'Italie. C'est paradoxal parce que souvent on me dit ah mais on donne trop d'argent à l'industrie pharmaceutique. Non, l'industrie pharmaceutique, on lui fait peser chaque année dans le budget de la Sécu le plus gros des efforts de réduction des dépenses de sécurité sociale. Donc il faut qu'on fasse attention à cela. Il y a plein de propositions qu'on peut faire. Donc vous ne mettez pas en cause la logique de rentabilité financière des laboratoires pharmaceutiques, en aucun cas. C'est-à-dire, je comprends pas votre question. C'est-à-dire, si ça coûte la boîte de corticoïdes coûte 2 € en France et 6 € en Italie, on écoule vers l'Italie, par exemple. Le système français ne s'attache moins au prix de la boîte qu'à la somme globale qu'on accorde chaque année au titre du remboursement à l'industrie pharma. À eux de gérer cette somme d'argent et s'ils dépassent, ils doivent rembourser à l'État. Donc, ils peuvent donner des prix très très faibles à certains médicaments et des prix beaucoup plus élevés à des médicaments innovants. Un vieux médicament qui existe depuis 60 ans, qui coûte rien à la production, ça ne me choque pas qu'on paye la boîte une poignée d'euros. Par contre, il faut être capable de bien payer des médicaments très innovants qui vont permettre de sauver des vies. Alors, vous êtes médecin hospitalier à Grenoble. On a beaucoup parlé à Grenoble de l'affaire du burkini. Certaines femmes se sont baignées, alors que c'est interdit, dans des piscines de Grenoble en burkini. Alors, est-ce qu'il faut interdire le burkini pour des questions d'hygiène ou d'atteinte à la laïcité? C'est pas clair. Alors le Conseil d'État est assez clair. Moi d'ailleurs je déplore et je condamne l'action qui a été menée à Grenoble dans ces piscines, qui est une action purement militante par des gens qui pour la plupart n'habitaient d'ailleurs pas Grenoble et qui se sont concentrés dans une piscine de Grenoble en se faisant appeler les Rosa Parks musulmanes. Rosa Parks, c'est celle qui a permis de libérer, de lancer le grand mouvement de libération de la population afro-américaine. Donc j'ai trop de respect pour l'histoire de Rosa Parks pour accepter cette appellation. Pardon? Il ne faut pas se baigner en burkini dans les piscines publiques. Pourquoi? Ce que dit le Conseil d'État, par exemple, le Conseil d'État a cassé les arrêtés anti-burkini sur les plages publiques en disant au nom de la laïcité on ne peut pas empêcher une femme de se baigner comme elle le souhaite avec la tenue qu'elle souhaite. Ce qui en revanche est avéré, c'est que dans une piscine publique il faut respecter les règles d'hygiène, les règles sanitaires. Et c'est sur ces règles d'hygiène et sanitaire que peut se fonder le maire d'une commune pour dire non, pas ça. Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, a beau jeu de renvoyer la balle au gouvernement. Non, on n'a pas besoin de loi, les choses sont extrêmement claires. Maintenant, Éric Piolle est fondé à dire moi finalement j'accepte les burkinis dans la piscine. Il peut le dire. Dans ce cas-là, il peut y avoir des procédures contradictoires en justice. Ou il peut dire je refuse qu'une femme vienne se baigner en burkini dans une piscine publique de Grenoble. Mais il ne peut pas dire que c'est la faute du gouvernement. C'est absolument irresponsable. En tout cas, ça ne traduit pas l'esprit du droit. Édouard Philippe, qui avait été interpellé sur cette question, a répondu qu'aucune conviction religieuse ne peut être prise en compte pour déroger à cette interdiction. Oui. Donc il émet bien la question sur
c'est pas une question de laïcité. Le Conseil supérieur de la laïcité explique très clairement d'ailleurs, dans une note qu'il a rédigée il y a quelques mois de cela, que c'est en raison de conditions d'hygiène et de sécurité qu'on peut être amené à interdire le burkini, le port du burkini dans une piscine publique. Certaines communes peuvent l'autoriser, ce n'est pas le cas de Grenoble, donc une fois que le règlement des piscines de Grenoble l'interdit, eh bien il est normal qu'il soit respecté et appliqué. Si vous étiez maire de Grenoble, par exemple, vous l'interdiriez le burkini? Si vous étiez maire de Grenoble, vous l'interdiriez? Je suis député de Grenoble et je vous parle en tant que parlementaire. Moi, j'estime. Mais en tant que député, vous ne pouvez pas l'interdire. Moi, je pense qu'aucune voix de femme ne doit être couverte par principe et qu'elles ont la possibilité de s'exprimer dans la sphère publique et de nous dire les choses, qu'on ait un débat contradictoire. À titre personnel, je ne suis pas du tout favorable au port du burkini, donc ni dans les piscines publiques, ni ailleurs d'ailleurs. Cette question. Mais à titre personnel, oui. Mais c'est mes convictions à moi. Cette question du burkini, elle va peser dans la bataille des municipales à Grenoble? Je ne pense pas que ça pèse. Vous savez, Grenoble, c'est une ville universitaire, c'est une ville d'entreprises de nouvelles technologies, c'est une ville de liberté, une ville de sport, une ville tournée vers la montagne. Moi, je souhaite justement que la campagne municipale permette de tirer tout le monde vers le haut. Merci, Olivier Véran. Voilà, je vous laisse rejoindre